C'est à vous à présent. Je vous laisse la parole. Et Madame Bello, la diamant rectifie en affaire, sera pas un petit mot. Parce que l'ina est bon pèse à faire pour dire. Merci. Mesdames, Messieurs, j'ai le cœur plein de gratitude à cet instant pour ce que la vie me donne, le bonheur de partager avec vous le discours de Madame Bello, votre attention sereine, la gravité du moment, la splendeur du paysage qui m'entoure. J'ai la gratitude à l'égard du conseil municipal de Saint-Paul qui me donne la possibilité de m'exprimer devant vous à cet instant. Hier, au camp Villèle, j'écoutais avec émotion ces enfants chanter l'hymne à la liberté. Et je repensais à ces vers de Machado. Chaque fois que nous croyons avancer sur un chemin, nous ne faisons rien d'autre que de suivre la logique de nos pas. Et en définitive, nous sommes les maîtres de nos vies. Si nous décidons du chemin que nous prenons. Le chemin n'existe pas. Il n'y a que nos pas. Il n'y a que nos choix. En écoutant les mélopées de la Maloya, j'entrais en communion avec le cœur humain qui balance entre les douleurs du moment et l'espérance du lendemain, entre le doute sur soi et la foi en l'avenir. Mais il fallait, par-dessus tout, que ce soit ce moment-là qui m'arrive, qui me permet d'être devant vous, et vous en particulier, Madame Huguette Bello, qui incarnait quelque chose de plus grand peut-être que vous, que l'instant, que votre appartenance politique. L'indéfectible fidélité à un message qui tient lieu de fil rouge dans l'histoire et qui nous unit comme êtres humains dans notre humanité, l'appétit de liberté, la révolte et la capacité de s'indigner devant le malheur des autres, comme s'il était le sien propre. Vous êtes, Madame, l'incarnation des vertus féminines que l'on a pu observer ici sur cette île, peut-être plus fort qu'ailleurs, car elles sont si peu mentionnées, les héroïnes de cette lutte permanente contre l'esclavage. Il fallait que ce soit vous, il fallait que ce soit ce jour, 20 décembre. Sur l'horizon, le soleil hésite depuis des millénaires. Et avant nous, toutes les générations humaines l'ont observé. La nuit semble gagner, et puis, le 20 décembre, le soleil hésite, et pour finir, il reprend son cours de l'autre côté. Chaque jour dorénavant sera plus long à partir de demain. Chaque jour, la lumière l'emportera sur l'ombre. Le solstice est ce lieu incroyable qui donne cette leçon terrible de ce qu'en définitive, rien d'humain n'est jamais effacé de l'histoire humaine, puisqu'il aura fallu un ouragan pour faire une ouverture de la fosse commune du temps et rejaillir soudain ces 1000 personnes jetées et abandonnées à la terre par ceux qui croyaient que par cet acte, il finissait de les effacer, alors qu'il les promettait à cette résurrection parmi nous, qui nous appelle à garder en nous et à faire vivre le goût de la liberté qui n'aura, je n'en doute pas, un seul instant quitté leur cœur, jusqu'à ce que cette barbarie s'accomplisse, de les jeter à la terre, sans aucun rite, sans aucune marque qui nous permette d'en récupérer le souvenir.
Comme c'est une circonstance particulière, que ce soit vous, madame, qui était parmi ceux qui ont permis à la patrie d'établir que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Comme c'est un symbole puissant que la Réunion ait donné cet enfant de la patrie républicaine commune des Français, portant devant le Parlement européen la proposition que l'esclavage soit reconnu comme crime contre l'humanité. Quelle gloire pour nous, Réunionnais et Français, de penser que l'un des nôtres, parmi tous les peuples qui ont connu cette minorité d'oppresseurs esclavagistes, que ce soit de nos rangs et de cette île que soit venue la reconnaissance pour toujours des populations de ce continent qui a tant participé à l'esclavagisme. Que cela soit pour nous l'occasion de penser que Younous Omarjee n'est pas seulement l'enfant de la Réunion, il est l'enfant d'une lutte, d'une insoumission, d'un choix politique qui récuse que, quelle qu'en soit la forme, la liberté d'aucun soit diminuée ou qu'elle soit asservie. Il n'y a pas de liberté sans combattant de la liberté. Qu'on s'en souvienne toujours. Et de la même manière, il n'y a pas d'esclavagisme sans esclavagistes. Nous n'avons pas une histoire commune avec les maîtres. Et ce n'est pas parce que je suis blanc que j'ai à être tenu pour co-responsable. J'ai une histoire commune avec les esclaves, pas avec les maîtres. La vie d'un être humain est un choix. Ma couleur de peau ne le détermine pas. C'est mon intelligence, c'est mon cœur, c'est mon éducation qui fait de moi l'homme que je suis, la femme que vous êtes, et que nos enfants seront après nous, quelle que soit leur couleur de peau, d'après l'éducation que nous leur aurons donnée, de refuser toujours d'être dans le camp du mal contre celui du peuple. Ce crime n'a été possible que parce qu'il y avait un intérêt à le commettre, ne l'oublions jamais. Car si bien sûr il faut qu'il soit pourri, le cœur de l'esclavagiste, du tortureur, de l'exécutant, il faut d'abord qu'il y ait un système économique qui ait commencé par le lui demander et qui lui ait donné raison tandis qu'il commettait ce crime. L'esclavagisme est d'abord le résultat du fait qu'au XVIIIe siècle, la consommation du sucre a été multipliée par 4 et qu'il y avait un intérêt particulier à organiser l'approvisionnement en sucre des pays qui étaient en état de se le payer, qu'on pouvait tirer un profit considérable. De la même manière qu'on commençait par tirer un profit considérable des individus que l'on achetait et que l'on vendait, jusqu'à 800%, jusqu'à 1000% de taux de profit sur un esclave. Les motivations ont été des motivations économiques où la cupidité a cherché à se faire passer pour une bonne raison et à continuer jusqu'au bout à prétexter des nécessités de l'économie contre la dignité humaine, exactement comme aujourd'hui on prétexte des nécessités économiques pour prendre des mesures qui, à l'évidence, vont contre l'intérêt et le bon sens, qui aboutissent à ce résultat qu'une part si grande de notre population soit maintenue dans les chaînes de la servitude, de la misère et du dénuement, alors que tant de richesses pourraient être plus intelligemment réparties et permettre à chacun de mener dignement sa vie. Ce crime fut accompagné non seulement de bonnes raisons économiques, mais aussi d'une culture en quelque sorte que l'on chercha partout à répandre, et d'abord dans l'esprit des victimes, pour les conduire à consentir au crime.
c'est la naturalisation de l'inégalité, c'est-à-dire l'idée raciste, c'est-à-dire l'idée que d'aucuns, du fait de la couleur de leur peau, ou de leur religion, ou de leurs origines, sont voués à la servitude. Ce préjugé existe encore aujourd'hui, sous sa forme la plus laide, celle qui consiste à penser que du fait de sa couleur de sa peau, ou de sa religion, d'aucuns seraient plus particulièrement voués au crime, et la patrie républicaine, de nouveau, doit souffrir en grand de voir que l'on montre du doigt d'aucun de ses enfants en raison de leur religion. Si le 20 décembre doit être pour nous une occasion de chercher en nous la force de caractère, alors il faut que nous protestions contre la façon avec laquelle nos compatriotes musulmans sont traités comme étant suspects par a priori de tout, alors qu'ils sont et restent nos égaux, nos frères et nos sœurs, qui ne sauraient être tenus pour responsables de ceux qui se réclament d'eux pour commettre des actes meurtriers. Oui, dans la fête CAF, il y a bien des motifs de méditation. Il y a bien des symboles forts et qui vivent et doivent vivre en nous. Nous ne commémorons pas, nous célébrons l'événement qu'a été la résistance implacable des esclaves contre la servitude. Le système qui avait besoin d'entrer dans les têtes que ceux qui étaient dans la servitude ne méritaient pas autre chose, se maintenait pour le reste par la répression la plus féroce. Et dans cette répression, il tenait d'abord pour suspects ceux dont la couleur de peau n'était pas celle des maîtres. Et bien que cela serve encore à réfléchir et à comprendre la signification particulière et particulièrement odieuse de ceux qui continuent à être animés par ces motifs racistes, lorsqu'en plus ils ont reçu de la patrie le dépôt précieux de l'autorité publique. En quoi l'esclavage est-il jusqu'au bout et jusque dans son dernier aspect un crime? Pourquoi est-ce un crime contre l'humanité? Pas seulement à cause des mauvais traitements organisés, pas seulement à cause de la durée inouïe de 3 siècles pendant lequel il a eu lieu, pas seulement parce que nous sommes heurtés d'apprendre comment une personne a pu être considérée comme un bien meuble. Il y a dans l'esclavage quelque chose de plus que tout. C'est l'idée que l'être humain, à un certain moment, cesse d'être un être de liberté. Or, l'être humain se construit dès son plus jeune âge. Et vous le savez, vous qui avez des enfants, qui vous disent non dès l'âge de 3 ans. Vous le savez, qu'on s'affirme comme personne dans son identité, eh bien oui, en commençant par s'opposer avant demain de composer. L'être humain est l'auteur de son histoire. Voici le grand message, né dans l'humanisme, qui très rapidement va devenir d'humanisme philosophique un humanisme politique qui va dire alors, si je suis l'auteur de mon histoire, je dois pouvoir être libre de moi-même. Et cette liberté, je n'ai pas besoin qu'on me l'enseigne. J'ai besoin qu'on l'entretienne, j'ai besoin qu'on la cultive, j'ai besoin qu'on l'honore, mais elle est en moi. La liberté de conscience est intrinsèquement liée à l'identité humaine. Et c'est pourquoi l'esclavage présuppose que cette liberté se soit éteinte dans l'esprit. Mais elle ne s'éteint pas et ne s'éteint jamais. C'est pourquoi l'humanisme philosophique devient un humanisme civique, puis un humanisme politique. Et il appelle à l'émancipation, c'est-à-dire à la libération de toutes les chaînes qui tiennent nos esprits enchaînés
à la domination d'un système économique, mais aussi à tout ce par quoi nous y consentons, par nos habitudes, par nos goûts dressés de l'extérieur, dans des consommations, des regards sur les autres qui nous asservissent. Alors, parce qu'il en est ainsi, ou mieux que sur cette terre de réunion, je puis reprendre à mon compte la parole terrible de Maximilien Robespierre, lorsque fut discuté pour la première fois le fait de savoir, en mai 1791, si l'on devait consulter les assemblées coloniales comme on s'y était d'abord engagé pour savoir si oui ou non elles appliqueraient la nouvelle constitution de liberté à leur territoire. Et que les députés colons étaient là pour rappeler pourquoi il fallait absolument que la constitution ne s'appliquât point aux terres d'esclavage, qui par un euphémisme qui n'appartient qu'à eux, ils baptisaient de terres de population non libre. Non libre, parce qu'ils n'osaient pas dire esclavage. Travailleurs détachés, disent-ils, parce qu'ils n'osent pas dire travailleurs engagés. Robespierre, écoutant les arguments, car il y en avait, pourquoi fallait-il maintenir les peuples en esclavage? Eh bien, l'économie, vous dis-je. La nécessité du commerce mondial. Où voyait-on qu'on ait libéré des esclaves et qu'on leur ait donné le pouvoir politique? Allons, messieurs, mesdames, voyez vos voisins, l'herbe n'est-elle pas toujours plus verte chez le voisin? Et Robespierre dit, de l'instant où vous aurez écrit le mot esclavage dans l'un quelconque de vos décrets, dans l'un quelconque de vos textes, alors vous aurez aboli en un seul mot votre constitution, votre déclaration des droits de l'homme et toute conception philosophique qui justifierait la démocratie, qui n'est possible qu'entre êtres libres. Robespierre avait raison et dans sa phrase terrible, il n'exprime pas un excès de langage ou de pensée. Il dit, et je prends à mon compte ce qu'il disait, comme vous tous ici, et comme avant moi à cette tribune, Madame Bello, périssent les colonies plutôt qu'un principe, périssent les colonies plutôt que le droit à la liberté de chaque être humain. Non, ce n'est pas une phrase excessive, c'est la phrase qui justifie notre existence de communauté humaine, une et indivisible, comme la patrie républicaine. Patrie, à cette heure où je te vois titubante, cherchant du bout des doigts, dans l'obscurité d'idées confuses qui te conduit à montrer du doigt tel ou tel de nos enfants. Je t'invite à réfléchir à l'exemple que te donne l'île de la Réunion et sa population, son peuple. Peuple français, votre avenir, c'est l'esprit de la Réunion. C'est-à-dire que dépassant, transformant, croissant, se nourrissant, la Réunion s'est créolisée. Et c'est parce qu'elle s'est créolisée qu'elle est capable de pouvoir dire ce n'est qu'un début. Nous n'en avons pas fini avec notre capacité d'invention qu'est la créolisation, de transfiguration de notre identité à cet instant vers un futur où nous serons plus proches encore les uns des autres, plus similaires, pas identiques, similaires. Petit peuple du village de Champagné dans la Haute-Saône, où, instruit pour la première fois en 1760, qu'on emportait, qu'on enchaînait, qu'on embarquait des esclaves noirs, et qui était appelé par un officier de cavalerie en vacances à protester contre ce fait et à signer une pétition au roi, disait « Mais des Noirs, nous ne savons pas ce que c'est. Où y en a-t-il?
Alors l'officier leur dit, allez voir les rois mages, il y en a un qui est noir. Ah oui, les noirs, en effet. C'est donc qu'il y a des noirs que nous, dites-vous. Vous les enchaînez, vous les attachez, vous les vendez, mais ils sont comme nous, semblables. Le mot semblable apparaît dans leur pétition à 3 reprises, comme un message. Mais nous ne sommes semblables que si nous acceptons la créolisation, c'est-à-dire la capacité d'identifier dans tout autre la part commune et qui, dès lors, va faire destin commun, langue commune, goût commun, cuisine commune, chanson commune. Voilà pourquoi les maîtres ne voulaient pas combattre le tam-tam. Voilà pourquoi la première des privations qui fut faite après celle de la liberté, ce fut celle de la culture. Parce qu'alors, les êtres humains qui venaient de tant d'endroits différents, à dessein, mélangés pour ne point s'accorder entre eux, seraient identifiés dans les chants d'amour, se seraient identifiés dans les tam-tams. Et c'est parce que nous sommes des êtres de culture que nous sommes capables de similitude. Et c'est parce que nous sommes des êtres de culture que nous sommes capables de créolisation. La créolisation est le meilleur de nous, et non pas une forme de dilution de l'identité, comme d'aucuns le supposent qui vivent dans la hantise de l'autre, et passent de la hantise à la peur, et de la peur au crime justifié. Mesdames et messieurs, vous m'avez donné le privilège de pouvoir m'adresser à vous. Vous m'avez donné la possibilité de dire à cet instant mon amour d'une patrie qui nous rassemble tous et dont j'estime que vous êtes, en quelque sorte, une préfiguration. Mesdames et messieurs, je ne saurais finir sans évoquer ce qui, à mes yeux, est le plus important. C'est-à-dire que vous ne devez rien à personne. Ceux qui se sont libérés de la servitude n'ont pas de gratitude à avoir à l'égard de qui que ce soit, parce que c'est par leur combat et leur irrépressible volonté de liberté qu'ils ont imposé aux maîtres qu'ils aient à céder. Ce n'est pas un don, c'est une conquête. Le marronnage est un modèle de vie. Le marronnage et les autres formes de lutte ont été terribles. Dit-on assez que non seulement certains crurent qu'en reprenant la mer, ils retrouveraient la liberté, mais combien ont choisi le suicide plutôt que la servitude? Et ce fut combien de fois, d'abord les femmes, qui recoururent à ce mode incroyable de protestation. C'est pourquoi c'est mon tour de dire au peuple de la Réunion, comme à ceux de toute la France, que la lutte des femmes pour leur liberté, pour le droit à la possession en toutes circonstances de la libre disposition de leur corps, est le prolongement avancé de la lutte contre la servitude et l'esclavage. Nul d'entre nous ne peut supporter qu'une aptitude biologique devienne un destin. Et on se souviendra que les maîtres reconnaissaient des droits particuliers aux femmes à certaines circonstances du moment qu'elles aient beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, en définitive, qu'elles voulaient bien supporter d'être considérées par eux aussi comme des instruments de production. Mesdames et messieurs, la Réunion a préfiguré la révolte de Madame Rosa Parks. Rosa Parks, en refusant de s'asseoir à la place qui était réservée aux femmes noires, a déclenché le mouvement que vous savez. Mais vous autres réunionnais, vous avez fait cela avant, en 1792. Les femmes libres de couleur qui étaient au théâtre Fantocini refusèrent d'aller s'asseoir à la place qui était prévue pour les femmes libres de couleur et se portèrent auprès de leurs époux à l'endroit où il leur semblait décent et correct de se trouver. Ce mouvement engagea un processus de révolution qui, à La Réunion, comme dans l'Hexagone,
a trouvé sa force la plus accomplie dans la révolte des femmes, car on oublie que la grande révolution de 1789 ne le devient vraiment que quand les femmes vont chercher le roi, la reine et le petit mitron à Versailles et les ramènent de force dans Paris, de même à La Réunion. C'est par cette révolte particulière des femmes libres de couleur que commence l'affirmation de ce qui ensuite va donner le mouvement sans culotte, parce qu'elles ont voulu que ça s'appelle comme ça ici comme à Paris, et les clubs des chaumières, clubs de femmes révolutionnaires républicaines, comme il y avait à Paris sous la conduite de Pauline Léon et de Madame Théroigne, des clubs de femmes révolutionnaires. Oui, c'est ici que cela a commencé. Et ces clubs ont donné lieu ensuite, en 1794, à la première forme insurrectionnelle de gouvernement local, du fait de la victoire du sans-culottisme, dont on me dit qu'il n'a duré que 14 mois. Mais c'est la durée de la Commune de Paris. Et la Commune continue à nous illuminer. Acceptez les lumières qui viennent des femmes de votre patrie, peuple de Réunion. Acceptez l'idée, comme l'avait fait cette Suzanne Corbin, qui, sur l'air de la Marseillaise, a écrit un chant qui est l'hymne des citoyens de couleur. Tout cela nous vient de la Réunion. Souvenez-vous que la liberté ne fut acquise que par la Révolution. C'est la Révolution de 1789 qui, la première, va poser l'abolition de l'esclavage, quand bien même il aura été rétabli par un autre régime, le consulat et l'Empire. C'est la République qui, en 1848, à peine née, va accepter l'idée qu'il ne doit plus y avoir d'esclavage parce que les esclaves se sont révoltés. La République, en tant que chose commune, bien commun, est absolument à l'opposé de tout ce qui pousse d'une façon ou d'une autre à la servitude. En ce sens, la République est un régime à jamais inachevé. Et j'apprécierais qu'on cesse d'appeler force de l'ordre ce qui est la répression et le maintien dans le désordre de la société libérale, de la précarité, du chômage, de la misère, de l'humiliation. Nous voulons des gardiens de la paix civile, celle de l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Oui, je fais mien ton appel, Huguette. Je veux être Eva. Je veux être Simantef. Je veux être noir qui proteste contre la servitude. Chaque homme, chaque femme choisit son destin autant qu'il le peut, comme il le peut, mais autant qu'il le veut. Cultivons avec amour et tendresse la liberté qui est en nous. Cultivons avec amour et tendresse la liberté qu'il faut faire naître dans le cœur de nos enfants pour qu'ils apprennent demain toujours à être du côté de la victime plutôt que du côté du bourreau, pour qu'il ait le courage de dire qu'il n'a pas d'histoire commune avec lui. À mon tour d'achever. Hier, je vous ai dit mon émotion. Au camp Villèle, il y avait ces jeunes gens, si petits, qui nous ont chanté sur l'air de Verdi, l'hymne à la liberté. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la sensation inouïe que cette petite chanson ouvrait en moi, j'avais le souvenir des poèmes de Louise Michel sur les rivages de la Calédonie, elle qui a su, quand les Kanaks révoltés sous la direction du grand chef Ataï avaient commencé à chercher leur liberté les armes à la main, refuser de faire le coup de feu
contre les Kanaks et resta jusqu'au bout, l'institutrice que l'on sait. Le chant des bannis, qui nous fait aimer pour toujours et sous toute latitude, cette petite chose en nous qui parle d'amour et de liberté. Et pendant qu'ils chantaient, ces enfants, il y avait une voix que j'entendais à certains moments plus fort que la leur. Eh bien, c'était celle d'Huguette à côté de moi, qui connaissait les paroles par cœur. Et sa voix, en quelque sorte, surlignait le récit que je me faisais de mon bonheur à cet instant d'avoir pu partager ça avec vous. Je ne saurais pas vous le décrire. Les mots des fois manquent pour décrire les belles choses alors qu'on est si volubile pour décrire les autres. Mais c'est cet instant de bonheur partagé, si grand et dont on ne ressort pas indemne, sur lequel je voudrais conclure. En vous lisant, je n'aurai pas le talent de chanter et à plus forte raison l'audace de le faire devant vous. Je chante avec toi, liberté. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère, mon pays, tes bateaux étaient des galères. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Et quand tu es absente, j'espère. Qui es-tu, religion ou bien réalité? Une idée de révolutionnaire. Mais je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on meure pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté, dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix. Le chemin de l'histoire nous conduit vers toi. Liberté, liberté.